Aujourd'hui, pour notre rétrospective 2012, c'est le tapis rouge Québec Cinéma. On vous parle de Avant que mon cœur bascule, un film de Sébastien Rose avec entre autres Sophie Lorrain et Alexis Martin. Cara Cara, réalisé et scénarisé par Claude Gagnon avec Gabriel Arcan. La mise à l'aveugle avec l'excellente Micheline Bernard, un film réalisé, scénarisé et produit par Simon Galliero. Et finalement, Mars et avril, un film de science-fiction réalisé par Martin Villeneuve avec Jacques Languirand et Robert Lepage. Bienvenue à BW, la rétrospective 2012. On discute cinéma québécois et tapis rouge avec nos merveilleuses animatrices Nadine, Catherine, Jasmine et Alice. Merci beaucoup d'être là, les filles. Merci. Oh, on commence tout de suite avant que mon cœur bascule. Tu veux nous en parler? Oui, bien sûr. On a été au tapis rouge à l'Impérial pour voir Avant que mon cœur bascule et on a rencontré l'équipe, les comédiens de ce long métrage, un film réalisé par Sébastien Rose. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, Sarah, qui est interprétée par Clémence Dufresne-Délière. Et elle va vraiment voler des bons samaritains, des personnes qui sont très riches, aisées. Et elle se sent jamais mal. Et un jour, elle rencontre un professeur interprété par Alexis Martin. Et pendant justement cette rencontre-là, il va mourir, ce professeur. Elle se retrouve avec son portefeuille. Donc, elle va aller retourner dans son passé, voir son ancienne maison et elle rencontre sa femme Françoise, qui est interprétée par Sophie Lorrain. Et de là, il y a vraiment une relation qui se crée entre les deux personnages. D'ailleurs, justement, c'est lui qui a réalisé Le Banquet il y a 5 ans et ça parlait vraiment, tu sais, des grèves étudiantes, des partis politiques, des grèves à l'UQAM. Fait qu'on voit un peu. Oui, c'est ça. À ce moment-là, oui. Aujourd'hui, c'est quand même assez d'actualité. Très d'actualité. Ouais. Puis on a rencontré aussi Alexis Martin. Oui, Catherine, on veut des potins. Sébastien, c'était son maître renard. Parce qu'il ressemble à un renard. On trouvait ça vraiment drôle. Puis, entre autres, elle n'avait jamais travaillé avec lui. Donc ça, elle nous a dit qu'elle trouvait ça très, très intéressant dans sa carrière. C'est quelque chose qu'elle voulait. Puis là, elle était rendue là. Donc, de mélanger expertise et jeunesse avec Sébastien Rose, je pense que ça a été un beau film, puis qu'ils sont arrivés à créer cette synergie-là ensemble, tout le monde. Je crois beaucoup dans sa démarche à Sébastien. C'est un gars qui a des préoccupations sociales, je dirais sociologiques même, d'essayer de comprendre dans quelle société on vit. Et le film qu'on vient de faire, je pense, est un bon exemple de ça. C'est-à-dire que c'est un regard très pur sur un certain malaise contemporain, mais qui est fait avec beaucoup de justesse et d'esprit. C'est très le fun pour un vieux singe comme moi. Bien, en fait, pour te dire très honnêtement, dans mon cas, c'était pas important le scénario tant que ça. C'était plus le réalisateur. Avant ce film-là, avant que mon cœur bascule, il avait fait le film Le Banquet. Moi, j'ai vu ce film-là il y a 5 ans. J'étais à terre. Je voulais absolument faire le film de ce réalisateur-là. Puis là, on l'a fait. Puis là, dernièrement, avec toute l'histoire des Carrés Rouges, je me sentais vraiment dans l'air du temps avec ce réal-là. Puis là, il m'est arrivé avec cette histoire-là. Puis je veux dire, un scénario, c'est interchangeable, ça se travaille, on peut faire des modifications. Puis tant qu'on ne tourne pas, on peut réécrire. C'est juste du papier, dans le fond. Ça coûte pas cher. Mais un réalisateur, un être humain, une âme, un talent, ça, ça se change pas. C'est Sébastien qui m'a séduite, en fait, parce que c'est un gars dont je respecte beaucoup le travail puis que j'aime bien. J'aime beaucoup son travail. Je le connaissais pas du tout personnellement. Puis pour moi, quand il m'a appelé, j'ai fait « Oups, là, c'est une opportunité d'aller rencontrer la bête. Je l'appelle Maître Renard. Je trouve qu'il a l'air d'un renard. Et donc, je suis allée à la rencontre de Maître Renard. Un peu, comment je dirais, ouverte. Très ouverte d'esprit, très... dans la folie de sa folie à lui. C'est sûr qu'en même temps, c'est quelque chose que je portais beaucoup en moi. C'est très personnel. Sarah, c'est moi. Je veux dire, moi, je pars de quelque chose qui
que j'ai vécu indirectement. Bon, je ne suis pas indirectement responsable de la mort d'un homme, là, on s'entend, mais moi aussi, j'ai commis des gaffes quand j'étais jeune, j'aurais pu mal virer. Moi, c'est ça qui m'intéressait dans le projet. Je pense qu'il y a quelque chose d'universel là. Je pense qu'on a tous le sentiment, à un moment donné, qu'on a fait quelque chose de pas correct. Puis on pourrait continuer comme si de rien n'était, mais moi, j'avais le goût de suivre un personnage qui, non, se bat pour se purger, se racheter. Tu sais, je trouve ça noble, le rachat. Et en ce sens, Françoise, elle affronte l'assassin, en quelque sorte, de son mari. Donc, et l'assassin de son mari, c'est une jeune fille de 16 ans. C'est très, très dur parce que c'est une des choses avec lesquelles on a plus de difficultés dans la vie. Je pense qu'on doit se confronter immanquablement un jour ou l'autre à l'ultime douleur et que ce n'est qu'en s'ouvrant un tant soit peu qu'on peut passer à travers cette douleur-là. Mais que si on ne fait que se rebeller ou que du déni, on ne guérira jamais. Je pense que à la lecture du scénario, le personnage était tellement écrit, il était, disons, la façon qu'elle réagit, les actes qu'elle pose. Je pense que c'est pas n'importe qui réagirait comme ça. Donc, juste à la lecture du scénario, il y en a beaucoup qui est apporté. Le film dit qu'on n'est rien sans culpabilité, sans pardon, sans amour, où on va. Je pense que c'est ces thèmes-là que le film traite, mais pas de manière, comment dire, alambiquée ou avec des violons. Je veux dire, c'est un mélodrame, un vrai mélodrame, mais sans violon. C'est un mélodrame qui prend la gorge. C'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai une vie normale. Je suis une fille normale. Dieu est plus facile à faire qu'à comprendre et tomber. Je n'ai pas pu te prendre. Partir trop loin de toi. J'ai voulu te manquer à tes yeux. Ouais, on va passer déjà au prochain film, oui. Cara Cara, donc Cara Jasmine. Cara. Un film de Claude Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça veut dire en japonais Cara Cara? Non. Ça veut dire théière. C'est un film magnifique qui a été tourné dans la région d'Okinawa, au Japon. Le personnage de Gabriel Arcan, qui est Pierre, décide, c'est un retraité, c'est un homme assez introverti, assez sérieux. Il décide de partir au Japon en quête spirituelle. Puis, il fait la rencontre de Yuki Kudo, qui est complètement différente de lui. Malheureusement, elle vit des problèmes conjugaux à la maison. Donc, elle décide, sans son avis, de partir avec lui à l'aventure. Donc, le film s'en va vraiment dans une direction complètement différente de son idée de départ. Puis, il a gagné 2 prix, donc il était très émotif, puis c'était très important pour lui parce que pendant le tournage, il a perdu son père et un de ses amis. Donc, ils n'ont pas pu visionner le film terminé. I'm from Montreal, Quebec. Why you come to Okinawa? Comes with age, I guess. It's more like trying to find a new perspective. Too much try is no good. It's called karakara. It makes sounds like kara 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 kara. If the bottle was talking and saying, "I'm empty, empty, please fill me up." Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le rôle de la Cinémathèque québécoise, mais la Cinémathèque québécoise, c'est très important pour le cinéma québécois et pour les cinéastes québécois. Parce qu'ils font la conservation de nos films. Donc, bien après que moi je serai mort, mes films vont continuer d'exister grâce à la Cinémathèque. Il y aura des générations qui pourront voir les films. Bien, d'abord, je connaissais Claude Gagnon. Je connaissais le réalisateur depuis 15 ans maintenant. On a déjà tourné un film ensemble pour la télévision française. Donc, on n'est pas inconnus l'un à l'autre. On se connaît un petit peu. On a toujours gardé contact sur d'autres projets qui n'ont pas marché. Et puis, l'hiver dernier, il m'a envoyé par Internet ce scénario-là. Puis je trouvais ça très original, d'abord parce que c'est un Québécois qui est dans un milieu complètement déraciné, dans un autre continent. Ça, tout de suite, ça m'a accroché. Je me dis, ah oui, ça c'est différent de ce qu'on voit d'habitude, puis tout ça. Puis l'histoire de cet homme-là aussi, dont la vie est un peu en miettes puis en morceaux, qui se retrouve comme ça dans un continent étranger, qui rencontre cette femme-là avec qui il fait... Tout ça me semblait très exotique. Dans le milieu de l'île d'Okinawa, il y a un village qui s'appelle Kijoka. Dans le film, on voit apparemment, où il y a une vieille femme qui est tisserande, qui tisse des kimonos qui valent 25 000 $. C'est comme les... Ben, tu sais, c'est comme la haute couture, là. C'est comme Cardin ou
Yves Saint-Laurent. Bien, ce soir, ce qui m'a amené le plus d'émotion, c'est de penser à mon chum qui est mort, puis c'est de penser à mon père qui est mort juste pendant que j'étais en post-prod. Ça a été plus dur. Là. Vers la fin du film, j'ai trouvé ça un peu dur, là, parce que mon père était au courant de mon film, évidemment. Il avait hâte de voir, puis ça a été peut-être le moment le plus dur. Puis mon chum aussi qui est mort. Et bon, sa sœur était là, il y a sa famille qui était là. Ça, c'est sûr que ça m'a donné un petit coup un peu, là, tu sais. Mais ça, c'est le plus personnel. C'est plus parce que c'est des gens à qui j'aurais aimé montrer mon film. Merci beaucoup, Jasmine. Et maintenant, je vais me faire plaisir et on va parler de Micheline Bernard, une comédienne que j'adore. Je sens qu'on va parler de La mise en aveugle, le film de Simon Galliero. Donc, on suit le personnage de Denise, interprétée par Micheline Bernard. Denise, qui est à la retraite, une ancienne directrice financière, qui est méprisée par son fils, joué par Pierre-Luc Briand, ignorée par son mari, qui est joué par Julien Poulain. La belle vie, finalement. Assez plate. On dirait que son personnage est un peu enterré vivant. À un moment donné, elle décide de se prendre en main puis de changer de vie parce que, je veux dire, si on porte pas le regard sur nous, si personne nous regarde, on est éteint. Donc, le personnage de Denise, il est vraiment éteint au début. Alors, elle décide de retourner à sa ville natale, où est-ce qu'elle a grandi, où est-ce que tout se réglait à coups de poing quand on était jeune. Puis elle fait la rencontre de 3 merveilleux voisins, Paul, Julie et Éric, avec qui elle va apprendre à jouer au poker. Oh! Donc, le réalisateur est allé dans plusieurs festivals. Il a été présenté en ouverture au 41e Festival du Nouveau Cinéma en octobre 2012. Et on se souviendra qu'en 2009, il avait gagné meilleur long métrage, donc pour son premier opus, Nuages sur la ville. Donc oui, ça va très bien pour notre ami Galliero. C'est quelqu'un qui se livre pas beaucoup, Denise. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas, presque. Les gens passent à côté, on la voit pas. C'est quelqu'un qui est une énigme un peu énigmatique, oui. En même temps, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt abîmé, blessé. Donc, elle retourne dans son coin populaire. Elle a un petit appartement. Et puis, tranquillement, elle fait connaissance avec les voisins. Et heureusement, elle ouvre vers les voisins. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout d'un coup, elle se voit dans le regard comme de Paul. Et je pense que ça fait une éternité que cette femme-là s'est pas fait regarder. C'est très... Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est un personnage qui est assez froid lui-même d'emblée, que sa mère l'a élevé d'une façon assez froide, n'a pas eu beaucoup de rapports chaleureux avec elle, puis tout à coup, elle se découvre une affection pour lui à partir du moment où lui prend les rênes de l'entreprise qu'elle dirigeait avant. Il repousse sa mère d'une façon qui lui est normale, parce que de toute façon, ça n'a jamais été l'amour entre les deux. Donc, c'est ça, ce rapport glacial. C'est un personnage, des utilisations, des fois, que je n'ai pas fait souvent. C'est un genre de personnage d'homme d'affaires. Non, j'étais bien content. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé comment le réalisateur que je connais pas, là, que je découvre ce soir, avait dirigé les acteurs. En particulier mon amie Micheline. C'est ça, parce que j'étais très nerveuse, hein? Que Micheline Bernard, c'est ma grande amie. Je savais à quel point elle avait travaillé fort pour ce film-là, tout ça, mais formidable. Mais il faut dire que tous les acteurs sont formidables. C'est un très bon film. Moi, je le recommande. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va enchaîner maintenant avec Mars et Avril. Oui, Mars et Avril, Catherine, parle-nous de ça. On a beaucoup de choses à dire sur Mars et Avril. C'est un film futuriste, c'est un film de science-fiction. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, c'est impressionnant. Ça a pris 3 ans de post-prod, donc ils ont travaillé fort. Puis justement, quand on est allé faire des entrevues avec eux, ce qui était spécial, c'est qu'eux, ça faisait 3-4 ans qu'ils avaient tourné ces scènes-là. Donc, pour eux, c'était très, très, très spécial de voir enfin le film. On a des clins d'œil
inimaginable. On voit Montréal vraiment en l'an 3000. Elle est une photographe passionnée de Jacob Obu, le personnage de Jacques Languirand, et ils développent une relation amoureuse. Puis je crois que Caroline Davernas aussi, elle disait justement, finalement, tu tombes en amour avec une personne. C'est une âme. Oui, c'est ça, c'est une personne qui tombe, qui se rencontre, fait que peu importe l'âge, peu importe la couleur, peu importe qui il est. On a une belle brochette d'acteurs dans ce film-là. Jacques Languirand, Paul Amarani, Robert Lepage, qui entre autres joue un hologramme. On voit beaucoup le rapport avec son fils, qui est interprété par Paul Amarani. Les deux sont dans la musique. Les deux sont des créateurs d'instruments de musique. Paul Amarani, lui, dessine les instruments, puis il s'inspire de corps de femmes. Transporte dans cet univers-là, donc Benoît Charret, qui a composé la musique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ben, en plus, c'est intéressant parce que cette musique-là est nominée au Jutra. Il était tellement impressionné de devoir complètement imaginer une musique pour des instruments qui n'existent pas. Tu peux te laisser aller complètement dans ton imaginaire. Ouais. Exactement. Tu choisis, tu y vas avec ton intuition, puis c'est ce qui est bien là-dedans. Donc, c'est très intéressant. Puis aussi, vraiment, la relation entre Robert Lepage et Paul Amarani, c'est très, très intéressant de les voir ensemble parce qu'au final, ils ont une énergie qui se ressemble. Donc, je pense que Paul Amarani aussi avait composé une chanson pour le film. Oui, entre autres, oui. Il joue de la musique aussi, donc pour lui, ça faisait partie de sa vie. Donc, avec le jeu, puis de se rapprocher de la musique, là, c'était vraiment... Il était en symbiose. Est-ce que je suis vieux? Je m'appelle Avril, puis je te lâche pas tant que tu viens pas prendre un verre avec moi. Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Elle a un regard vibrant. Quand je suis près de toi, je respire mieux. C'est ça que j'aime dans ta musique. C'est lent au début, puis ça s'accélère. Comme le temps. C'est Robert Lepage qui a optionné les droits de ces deux livres-là et puis m'avait confié la tâche d'écrire le scénario. Puis un an plus tard, quand il a fermé sa boîte à Québec, il m'a confié la mission, il m'a fortement suggéré de le réaliser moi-même puis qu'il ne m'abandonnerait pas dans le processus puis qu'il serait toujours présent, ce qu'il a fait. Bien, j'ai rencontré Martin Villeneuve au moment où il était en post-production. Le film était monté, mais les effets n'étaient pas faits. Et il avait vraiment besoin d'aide. Et il m'a raconté sa vision et il m'a enchantée. Puis on est allé jusqu'au bout. Puis je suis très fière, très, très honorée. La relation amoureuse dans notre film, évidemment, il y a beaucoup d'années qui les séparent, mais c'est deux âmes qui se rencontrent et qui ne voient pas ces années-là. C'est vraiment deux personnes qui se complètent, je crois, qui respirent mieux ensemble. Sur l'imaginaire du film et sur la poésie, puis sur les instruments aussi qui ont été créés pour l'occasion, pour le film. Pour la musique, j'en ai fait même un peu moi-même, puis donc ça me faisait plaisir de faire partie de cette espèce de projet où cette espèce de musique du futur est anticipée et où ce personnage-là qui dessine des instruments à partir de corps de femmes, quelque chose de tellement poétique et puis fou en même temps. On s'est très, très bien préparé. On avait tout prévisualisé le film au complet avant de le tourner, puis savoir exactement ce qu'on avait besoin au niveau du tournage pour être capable de faire les effets spéciaux par la suite. Donc, un gros travail de recherche aussi pour le Montréal du futur, tous les décors inventés, tout ça. J'ai eu la chance aussi de travailler avec le BDiste belge François Skeuten pour la conception des décors qui sont créer un univers qui est somme toute assez bande dessinée. Donc, c'est du temps, c'est des étapes, puis chaque étape demande son lot de recherche puis de savoir-faire. J'ai eu cette chance incroyable de travailler avec des artistes extrêmement talentueux puis des gens qui ont donné beaucoup puis pendant une longue période, de sorte que ça a compensé pour le manque d'argent. Au fur et à mesure que le film se précisait, en quelque sorte, il y a eu tout à coup des changements qui ont été apportés parce que c'est ça le jeu. Le jeu, c'est d'essayer de voir avec quelque chose qui nous inspire comment on peut vraiment être inspiré et le transformer autrement. C'est maintenant l'heure de la fiesta, les filles. De la petite drink, servie par notre magnifique Alexandra, réalisatrice. Merci, Alexandra. Merci. Donc, Alexandra, aujourd'hui, on a le plaisir de goûter à quelle saveur? Alors, aujourd'hui, nous avons la Boris incosé au malt à l'orange sanguine. Donc, on va ouvrir ça. Wow! Party. Mon Dieu, quel service! Oui, ça me fait plaisir. J'ai un peu d'expérience. Merci. Merci. À la rétro 2012.
faut se regarder dans les yeux. Ouais. Sinon, c'est temps de... Ça se dit pas quand même à la caméra. Donc, on passe maintenant au Vox Pop. Vox Pop avec La Vallée des larmes, film réalisé et scénarisé et même produit par Marianne Zéhil, avec entre autres Nathalie Coupal. Je reçois des écrits anonymes. De nos jours, on peut rien faire avec ça. Je ne peux pas vous dire toute la vérité. Pourquoi vous voulez publier? Au Liban, on a oublié les massacres. Mais il y a eu une commission d'enquête. Les assassins ont été arrêtés, jugés. Je suis en train de faire confiance à un parfait inconnu, là, comme ça. Moi aussi, je suis en train de vous faire confiance. C'est un film très politique, un film avec la guerre qu'il y a eu au Liban. Donc, c'est un projet très important pour Marianne Zéhil parce qu'elle est née là-bas. Puis, elle veut apporter une certaine vérité. Vraiment, on peut... Il y en a qui ont détesté la fin, il y en a qui n'ont pas compris la fin. C'est tout dépendamment si on est un enfant de la guerre. J'ai trouvé ça intéressant dans l'entrevue avec Nathalie Coupal aussi parce qu'elle dit ouvertement qu'elle ne connaissait pas du tout cette réalité-là. Puis ça l'a touché beaucoup. En 2001, il y a eu comme un essai d'aller en cours en Belgique contre Ariel Sharon, en tout cas pour désigner les responsables. Mais, et l'avocat qui s'occupait de cette affaire est un ami, donc j'avais décidé d'en faire un documentaire et de le suivre pendant ces démarches. Cependant, Ariel Sharon a fait un ACV en 2005, il est toujours dans le coma d'ailleurs, et donc le projet documentaire s'est arrêté là. Alors, comme j'avais fait des recherches, j'étais complètement plongée dans le sujet. Donc, j'ai décidé d'en tirer une fiction. Le fait que je sois allée au Liban, évidemment, ça a tout changé parce que je ne connaissais pas du tout le monde arabe. Donc, oui, ça a changé beaucoup mon intérêt. Ça m'a fait réaliser que je ne connaissais pas beaucoup, comme beaucoup de gens, cette réalité. Puis maintenant, je m'en sens plus proche. Il y a une sorte de culture au Liban, c'est on ne parle pas des choses parce que si on en parle, on va attiser les passions, la haine, etc. Et on ne comprend pas que justement c'est le contraire. Si on veut régler un problème, on en parle, on fait ce qu'on a à faire et on classe le sujet, puis on passe. C'est comme ça qu'on peut passer à autre chose. Pour notre deuxième partie de Vox Pop, on parle du film Camion de Raphaël Ouellette avec entre autres Julien Poulin. Camion qui est nominé au Jutra en 2013, meilleure réalisation Raphaël Ouellette, meilleur film, meilleur acteur Julien Poulin, meilleur scénario Raphaël Ouellette, direction photo. Oui, on en parle. C'est ça. Oui, très primé, puis il a gagné aussi beaucoup de prix à travers les différents festivals qui se sont présentés à travers le monde. Donc, c'est une belle année pour Camion. Ben oui, on leur souhaite plusieurs Jutras finalement, et on se laisse avec quelques images de Camion. Voyons, Alain. C'est pas dur à comprendre. Je veux plus le voir, ce camion-là. T'as fait ta vie, j'ai fait la mienne, puis c'est sûrement mieux comme ça. J'ai pas fait ma vie. Hey, t'es pas fair, là. C'est simple dans vos têtes, vous autres. C'est pas simple, c'est logique. Bien, le personnage de Samuel est un personnage qui est effectivement très renfermé sur lui-même. Donc, c'est un personnage qui demandait beaucoup de travail de l'intérieur, si on veut. Ça s'est fait beaucoup en collaboration avec le réalisateur Raphaël Ouellette. Notre travail, on a beaucoup parlé des personnages, on a beaucoup parlé de ce qu'il voulait aller chercher. Je pense qu'il voulait avoir quelque chose qui se passe vraiment dans les petits détails, petites évolutions. C'est pas un film à grand déploiement ou à grand changement. C'est des petits changements qui opèrent à l'intérieur du personnage de Samuel. Fait que, il fallait trouver les marches qui montent et le faire tout en subtilité. Fait que j'ai travaillé vraiment de l'intérieur. J'ai demandé au réalisateur de jamais me montrer quoi que ce soit. Je voulais pas savoir de quoi j'avais l'air. Je voulais pas savoir de quoi ça avait l'air. Mon personnage dans le cadre, mon personnage dans ce décor-là, ce paysage-là. Je voulais vraiment qu'il soit tourné vers lui, vers l'intérieur, en fait, puisque c'est un personnage c'est comme ça qu'il a appris à vivre. Puis je voulais le prendre de ce côté-là. C'était important pour moi. C'est vraiment pas pire pour tirer du gun avec mon bras gauche. Hein? Hey, quand on chasse, on se la forme. Pas dans la crise, la chasse, hein? La Coop, c'est un centre d'artistes. Ça fait 35 ans qu'on existe. C'est la liberté de création. C'est 15 membres.
Il y a 7 scénaristes-réalisateurs là-dessus. C'est les réalisateurs qui décident de ce qu'ils vont mettre sur l'écran. Puis ça, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Merci à nos animatrices. Merci d'avoir Merci, Sylvain. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour le spécial J'ai mon... Bye! Bye!